Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour être sûr de ne rien rater. Le Récap épisode 12, c'est parti. Bruno Retailleau a-t-il prévu de prendre sa carte au RN ou est-il simplement entré en campagne pour 2027 ? En tout cas, quel que soit son plan, la vérité n'en fait pas partie. Hier, le ministre de l'Intérieur a déclenché un tollé en s'exprimant devant le Sénat. C'est le sénateur LR Olivier Paccaud qui lui a fait la passe. Il réclame une sanction contre LFI suite au scandale de l'affiche mettant en scène Cyril Hanouna. Cette affiche n'émanant pas d'un loup solitaire ou d'un déséquilibré, mais d'un parti organisé, braconnant aux confins du champ républicain et multipliant les provocations. Vous venez d'ailleurs d'en être la victime par une autre affiche. Monsieur le ministre, allez-vous saisir la justice devant ces faits inadmissibles et sous le coup de la loi? Bruno Retailleau ne manque pas de récupérer la balle au vol et se lâche. Quelle aubaine! On lui offre 2 minutes pour vomir sur LFI. Il va pas se gêner. J'ai vu cette affiche, comme beaucoup d'autres. Elle représentait 2 animateurs, M. Cyril Hanouna et Pascal Praud. Cette affiche avec clairement des relents antisémites. Elle a été très vite retirée, certes, mais qui s'est excusé? J'ai entendu quelques voix, mais qui dans ce parti que vous avez pointé, qui est représenté à la nationale, qui s'est excusé? Aujourd'hui, l'antisémitisme a muté, il revient en force. Hier, aujourd'hui encore sans doute, il était le fait de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est résiduel. Désormais, il présente un double visage, le visage de l'islamisme politique et le visage aussi d'une extrême gauche très sectaire qui utilise l'antisionisme pour attiser la haine raciste, la haine antisémite, en instrumentalisant d'ailleurs souvent la cause palestinienne et à des fins électorales. Je vous avais prévenu, c'est un festival, il va même jusqu'au révisionnisme sans trembler des genoux. On reprend ses déclarations point par point. Aujourd'hui, l'antisémitisme a muté, il revient en force. Hier, aujourd'hui encore sans doute, c'était le fait de l'extrême droite. Ah, il n'a pas le temps, Retailleau. Il commence très fort avec sa petite analyse au doigt mouillé, probablement basée sur un sondage bidon publié sur le site du RN. Selon lui, l'antisémitisme à l'extrême droite est donc résiduel. On rappelle que le Front National, parti originel de la mère Le Pen, avant l'habile changement de nom en 2018, a été fondé par des collabos, des négationnistes et des révisionnistes de l'histoire. Les statuts du parti ont été déposés par Jean-Marie Le Pen, tortionnaire en Algérie, et Pierre Bousquet, ancien membre de la Waffen-SS, l'élite des nazis. Et il n'est pas le seul à avoir porté cet uniforme au sein des membres fondateurs du Front National. C'est ça le fondement du RN. Et toutes les fables que les artisans de sa dédiabolisation essaient de chanter depuis des années ne sont que tissées de mensonges. Marine Le Pen, qui sort de tous les rappels à sa propre histoire en répondant qu'elle aurait soi-disant listé 42 résistants à la fondation du parti, ne dupe personne, sauf ceux qui veulent bien y croire. La réécriture de l'histoire est un point commun entre Retailleau et le RN. Ils savent tous les deux qu'elle est une arme puissante pour manipuler l'opinion. En 2023, Jordan Bardella s'y est essayé en déclarant sur BFM « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite ». Osé. Un peu trop gros à ce moment-là, les médias ont exhumé les vieux dossiers du Borgne, qu'on s'échine pourtant à cacher au parti, tant ils sont gênants. Les chambres à gaz détaillent de l'histoire, les condamnations judiciaires, l'entourage éminemment problématique, et j'en passe. Les preuves accablantes ne manquent pas et font les choux gras de la presse à ce moment-là. Tellement que Bardella finit par reconnaître du bout des lèvres une maladresse. Mais pourtant, 2 ans plus tard, à l'heure du dernier souffle de Jean-Marie Le Pen, la chanson est tout autre. On rend hommage aux tribuns, comme si de rien n'était. Macron, Bayrou et une grande partie de la classe politique y vont de leur petit message. Retailleau, encore lui, décidément, se fâche même tout rouge quand une partie de la population, encore consciente de ce que représente Le Pen, fête spontanément sa mort. Pour le RN, le pari est gagné. Ils ont même réussi à dédiaboliser le vieux pourri, leur éternel fardeau, multicondamné pour violence, antisémitisme et racisme. La fenêtre d'Overton se déplace à la vitesse de la lumière ces dernières années. Mais les chiffres, comme les faits, sont tenaces. Encore faut-il trouver des gens pour les marteler. Et comme on ne peut visiblement pas compter sur les membres de ce gouvernement pour être honnête, je vais m'y coller.
L'antisémitisme ne serait donc plus un fléau de l'extrême droite, selon le ministre de l'Intérieur, mais il aurait désormais muté et présenterait un double visage. Le visage de l'islamisme politique et le visage aussi d'une extrême gauche très sectaire qui utilise l'antisionisme pour attiser la haine raciste, la haine antisémite, en instrumentalisant d'ailleurs souvent la cause palestinienne à des fins électoralistes. Ce sont les mots de Bruno Retailleau. Alors ça tombe bien, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, s'est penchée sur la question. La CNCDH, c'est un truc sérieux. C'est une autorité administrative indépendante avec une composition pluraliste et accréditée auprès des Nations Unies. Et alors chaque année, depuis 1990, date où elle a été désignée comme rapporteur national indépendant sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, la Commission nationale consultative des droits de l'homme remet au gouvernement un rapport qui dresse un état des lieux du racisme en France. Vraiment dommage que le ministre de l'Intérieur n'y jette pas un œil, parce que c'est super intéressant. Le rapport de 2023, publié en juin dernier, révèle que tous les actes racistes explosent, notamment les actes antisémites, et que la tolérance envers les minorités recule en France. Et il met en avant l'inaction du gouvernement sur ces questions, soulignant un désengagement de sa part. Preuve en est, pour la première fois en 34 ans, le gouvernement a snobé la remise officielle du rapport, qui se fait traditionnellement en main propre, pour permettre un échange avec l'institution sur les moyens de lutter plus efficacement contre le racisme. Ce passionnant rapport dresse un portrait robot de l'antisémitisme en France. Et il est très clair. Il confirme bien l'existence de l'antisémitisme à la gauche de la gauche, et notamment chez les proches des insoumis et des écologistes, mais sans comparaison avec celui observé à l'extrême droite et chez les proches du Rassemblement national. Le positionnement politique des antisémites ainsi défini reste bien plus marqué à droite qu'à gauche et continue à battre des records à droite et plus particulièrement à l'extrême droite, propre, net et sans bavure. L'antisémitisme de l'extrême droite n'est pas et ne sera jamais résiduel. Bruno Retailleau a menti. Si le conflit israélo-palestinien a une influence importante dans la remontée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre, le rapport met en avant que les musulmans comptent pour 13% des antisémites, ceux de l'extrême gauche pour 10%, et conclut les plus gros bataillons de l'antisémitisme se composent de non-musulmans, de personnes sans ascendance extra-européenne et situées à droite sur l'échiquier politique. Aucun double visage, comme le dit Retailleau. Il se contente de répéter sa rhétorique habituelle, centrée sur ces deux obsessions, les musulmans et l'extrême gauche. Et il y en a une qui se frotte les mains, c'est l'extrême droite. Elle continue sa petite entreprise de normalisation, et même un adversaire politique, rappelons que Retailleau est encore encarté chez LR, lui donne l'absolution. Un accomplissement pour le parti de Le Pen, qui redouble de stratégie depuis des années pour convaincre l'opinion qu'il représente. Reprenons les mots du député RN Julien Audoul, le seul mouvement qui défend nos compatriotes juifs. C'est un travail de longue haleine de se débarrasser d'une image, surtout quand régulièrement il faut purger les candidats néo-nazis, sanctionner des propos antisémites de députés, justifier d'autres propos intolérables sur des groupes de discussion obscurs, passer sous silence des condamnations de cadres, et j'en passe. Pour autant, cette stratégie électoraliste est mise en place de longue date. Dès 2013, Louis Alliot, aujourd'hui vice-président du RN, le théorisait. C'est l'antisémitisme qui empêche les gens de voter pour nous. À partir du moment où vous faites sauter ce verrou idéologique, vous libérez tout le reste. Ils ont d'ailleurs réussi à rallier à leur cause de grandes voix juives très influentes. Je pense par exemple à la famille Clarksfeld, du nom du célèbre couple de chasseurs nazis, qui multiplie les déclarations en faveur du parti. Une sacrée prise. On ne peut pas reprocher au RN de ne pas faire d'efforts. Il y a peu, Bardella a dû bouder la grande messe des fachos aux États-Unis suite au salut nazi de Steve Bannon, un proche de Trump. Il est rentré en France pour démontrer notre opposition totale à ce type d'actes, quitte à froisser les égos au sein de leurs alliés d'extrême droite à travers le monde. Histoire de parachever la dédiabolisation, Jordan Bardella a prévu de se rendre en Israël la semaine prochaine à l'occasion d'une conférence pour la lutte contre l'antisémitisme à l'invitation du gouvernement Netanyahou. Même Marion Maréchal Le Pen a été conviée. L'inversion des valeurs est complète. Cette invitation acceptée n'a quand même pas fait l'unanimité, notamment au sein de la conférence des rabbins européens. On écoute d'ailleurs le grand rabbin de France. J'ai eu une réunion hier avec les instances de la conférence des rabbins européens. Le rabbin Mirvis, très courageusement, avec beaucoup de dignité, a dit « je n'irai pas ». Le grand rabbin Pinchas Goldschmidt, président de la conférence des rabbins européens, a convenu qu'il n'irait pas non plus. Donc tout le standing committee, nous n'irons pas. Et on enverra un observateur.
qui nous dira un peu ce qui se passe et voilà. Mais on estime que c'est pas normal. Maintenant, honnêtement, je pense qu'Israël a un agenda immédiat, politique à court terme, c'est leur choix. Moi, je n'ai pas critiqué ce que fait Israël. Je peux vous dire que, en l'occurrence, ils ont quand même affaire à un spécialiste, puisque c'est quelqu'un qui avait refusé de dire que Jean-Marie Le Pen était antisémite, alors que ça avait été établi par la justice française à de multiples reprises. Donc en fait, en termes d'antisémitisme, il ne connaît pas grand-chose. Derrière la façade affichée par le RN, il n'y a pas le début d'un changement de ligne profond. Je vous renvoie aux analyses très pertinentes sur Twitter d'Olivier Lec-Laferrière, formateur sur les questions d'antisémitisme et d'antiracisme. Je reprends ces mots ici. La défense d'Israël par le RN repose sur l'hostilité aux Arabes et aux musulmans, ainsi que sur l'idéologie de la séparation. Ce soutien à l'État hébreu se fonde donc sur l'idée que les Juifs ont vocation à rejoindre Israël. D'ailleurs, Marine Le Pen porte un programme aussi islamophobe qu'antisémite. Parmi les mesures, on peut lire interdire le voile et la kippa dans l'espace public, interdire toute nourriture halal et cachère en France, interdire les menus de substitution sans porc dans les cantines scolaires. Et elle le sait très bien, puisqu'elle a précisément demandé ce petit effort, ce petit sacrifice à nos compatriotes juifs, je la cite. Avec son affiche mettant en scène Cyril Hanouna dans le cadre de l'appel à la mobilisation antiraciste et contre l'extrême droite du 22 mars, LFI a très mal joué. Face à la vague de réactions, elle a retiré son affiche des réseaux en quelques minutes. Plusieurs membres du parti sont montés au front pour reconnaître une défaillance, une maladresse. Pour autant, la gestion de crise est plutôt hasardeuse. La colère de Jean-Luc Mélenchon intimant à un journaliste de se taire n'a pas aidé. Des excuses auraient probablement été d'un meilleur effet. Pour autant, les procès en antisémitisme perpétuel que connaissent les Insoumis depuis le 7 octobre ne sont rien d'autre qu'une instrumentalisation crasse de leur combat pour la Palestine. On le disait juste avant, le conflit israélo-palestinien a polarisé les opinions des Français. Et les politiques n'y échappent pas. Mais ne nous y trompons pas. Rien dans le programme de la France insoumise n'est antisémite. Le parti de Mélenchon ne porte aucun projet raciste ou xénophobe, contrairement à ce que veulent faire croire ses adversaires. On assiste là à de l'opportunisme en politique. On prend une position, ici la défense de la cause palestinienne et la dénonciation du génocide en cours par Israël, et on la tord jusqu'à ce qu'elle devienne complètement intolérable. L'extrême droite a longtemps été diabolisée pour ses idées, pour ses propos, pour ses candidats, tout ce qui la rendait infréquentable. Au fil du temps, au terme d'une stratégie payante de dédiabolisation, elle s'est rachetée une image et une fréquentabilité. Ce que vit la France insoumise est la mécanique inverse. Ses adversaires, en coalition de l'extrême droite jusqu'à la Macronie, mais aussi parfois ses alliés idéologiques de gauche, concentrent leurs efforts pour diaboliser la France insoumise, quitte à tordre la réalité et s'arranger avec les faits. L'extrême droite, blanchie de ses crimes passés, se présente désormais en chevalier blanc contre l'antisémitisme. Pendant ce temps, la France insoumise devient la cible d'une chasse aux sorcières. La politique est un jeu cynique et certains savent mieux que d'autres en tirer profit. On poursuit avec le reste de l'actualité. Ce jeudi 20 mars, c'était aussi une journée des luttes, notamment pour les travailleurs et les travailleuses du secteur de la culture qui ont appelé à faire grève et à manifester partout en France suite aux récentes coupes budgétaires qui ont violemment touché le secteur. On regarde ce court reportage tourné à Nantes par notre journaliste Théo Perron. Ici, au lieu unique, c'est un espace culturel, c'est une scène nationale en plein cœur de Nantes. C'est un lieu qui, depuis le 17 mars, est occupé par des professionnels de la culture en lutte. Des professionnels qui regrettaient ne pas avoir de lieu pour se retrouver, pour réfléchir face aux coupes budgétaires massives décidées par la région en décembre dernier, mais aussi plus généralement par l'État ou les départements qui ont un impact majeur sur le travail de ces professionnels-là. On est vraiment là dans un moment de la tendance à dire la culture est en danger, nos métiers sont en danger. Non, ils ne sont pas en danger, ils sont en train de se faire sabrer, très clairement. Donc en fait, c'est comme un plan social, mais qui ne se voit pas parce que tu n'as pas d'usine qui ferme. Et en fait, là, les licenciements, ils tombent, c'est très concret. Avant, il y avait quand même énormément les personnels intermittents et intermittentes qui étaient la variable d'ajustement, c'est-à-dire on réduit les spectacles, on réduit les embauches, etc. Là, on a des postes dans plein de structures de permanentes et de permanents qui sont menacés.
Alors nous occupons actuellement le lieu unique parce que notre modèle culturel est en danger, que nos métiers artistiques et culturels sont en danger et que l'accès à la culture pour toutes et tous est en danger. Notre modèle culturel est pourtant le premier secteur économique en France, devant le secteur automobile, c'est vous dire la gravité de la situation. Je travaille particulièrement en tant que danseur dans des spectacles participatifs où on fait danser le public. Ce sont des spectacles qui sont souvent proposés par des communautés de communes dans les ruralités, pour des fêtes, pour des 14 juillet, des 15 août, etc. Et ce sont très souvent des spectacles qui sont offerts au public, c'est-à-dire que le public ne paye pas d'entrée pour ces spectacles. Sans ces subventions, nous ne pouvons pas être payés, donc nous ne ferons pas de spectacle si nous ne sommes pas payés. Et du coup, je suis bien sûr privé d'emploi à ce moment-là, mais les publics sont aussi privés de spectacles, d'accès à la culture. Ne serait-ce que même avant les coupes budgétaires, il y a des compagnies qui ont reçu des courriers avant le vote du budget. Elles ont reçu des courriers en disant qu'en 2025, elles n'auraient plus le budget qui leur était alloué, ou elles avaient normalement reçu une réponse positive. Et en fait, une semaine, 2 semaines avant ce vote-là, une lettre type, même pas bonjour, au revoir, bisous, merci, c'était voilà, vous n'aurez plus d'argent en 2025. Pour ces professionnels, c'est de ne pas se résigner face à la situation, de ne pas devoir s'adapter aux coupes budgétaires, c'est de pouvoir être force de proposition. Une des grandes propositions qui est envisagée ici, c'est la sécurité sociale de la culture. De la même manière que la sécurité sociale permet à chacun d'accéder aux soins, là, ici, ce serait de pouvoir financer la culture de la même manière. De la même manière qu'on a réussi à mettre en sécurité le soin public pour que chacun puisse bénéficier de manière équitable de soins, on peut tout à fait mettre en sécurité la culture, on peut aussi mettre en sécurité l'éducation, on peut aussi mettre en sécurité sociale l'alimentation. Enfin, en réalité, en vrai, ce système est parfaitement viable. Sans culture, mais on pourrait pas vivre. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. On voit, ne serait-ce que l'exemple d'il n'y a pas si longtemps, pendant le confinement, les abonnements aux plateformes de musique, les abonnements aux plateformes de cinéma, elles ont explosé à ce moment-là parce que les gens avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de se sortir la tête de ce on est en guerre, tout ça. C'était hyper anxiogène. Et la culture. Alors, comme je disais, la culture, c'est très large et elle ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais la culture, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, quand tu t'essayes d'avorter la pensée critique, l'imaginaire et la connaissance dans quelqu'un, tu le réduis à un outil, quoi. Autre rendez-vous du jour, l'appel à manifester pour l'accès aux soins pour toutes et tous et pour la reconquête de la sécurité sociale. Nos journalistes Lisa Lapp et Andréine Manivit se sont rendus dans le cortège parisien qui défilait en direction de Matignon. Retrouvez leurs images dans notre journal des luttes demain à 13h. Sur un sujet pas si éloigné, Sophie Binet a annoncé que la CGT quitte le conclave sur la réforme des retraites après une consultation interne. On regarde ce sujet préparé par Aude Cazorla. Le conclave sur les retraites ira-t-il jusqu'au bout ? C'est la question qui se pose après le départ de la CGT qui a annoncé hier soir son retrait des concertations qui devaient réunir les partenaires sociaux jusqu'en mai. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, était hier soir l'invitée du 20h pour revenir sur cette décision. Le Premier ministre s'était engagé à ce que ces discussions soient sans totem ni tabou et il nous a dit ce week-end qu'il y avait un tabou, les 62 ans. Or, les 62 ans, c'est la question centrale. En disant cela, non seulement le Premier ministre trahit sa parole, mais il trahit des millions de salariés qui se sont mobilisés pour l'abrogation de la réforme des retraites pendant 6 mois. Ce que je veux dire solennellement au Premier ministre ce soir, c'est que la question des retraites, ça peut pas être un petit sujet politicien parmi d'autres. C'est une question très concrète pour nous, pour nos vies. Le syndicat rejoint donc Force ouvrière, qui avait claqué la porte dès le 27 février, dénonçant une mascarade. Côté organisation syndicale, l'U2P a également quitté le conclave, voyant dans ces négociations un jeu de dupes. Même si des négociations tombent d'accord sur un certain nombre d'aménagements de la réforme de 2023, rien ne permet d'assurer que les nouvelles dispositions seront validées par le Parlement.
Dans le Nord, 2 personnes sont décédées en moins de 24 heures en tentant de traverser la Manche. Une nouvelle tragique et grave dont aucune chaîne d'infos ne parle. Un migrant est décédé cette nuit au large de Gravelines lors d'une tentative de traversée de la Manche. L'embarcation surchargée transportait 40 personnes à son bord et a été secourue par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Mais l'homme inconscient n'a pu être réanimé. Il s'agit du 2e décès en 24 heures. Hier, le corps d'un homme de 25 ans avait été repêché au large d'Équilles-en-Plage. Il faisait partie d'un groupe de migrants dont l'embarcation pneumatique précaire s'était retrouvée en difficulté. Un adolescent de 16 ans a également été secouru et hospitalisé en état d'hypothermie. Ce sont les 7e et 8e décès depuis le début de l'année dans ce type de traversée de la Manche. Et ce, alors que le Royaume-Uni et la France maintiennent plus que jamais leur collaboration en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Une intensification de la surveillance policière qui incite les exilés à prendre toujours plus de risques pour rejoindre le Royaume-Uni, comme le dénoncent les associations d'aide aux migrants. En 2024, 78 sont morts en tentant de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, un record depuis 2018. On termine par l'actualité internationale. À Gaza, on dénombre désormais plus de 970 victimes depuis la reprise des bombardements israéliens. Les opérations militaires s'intensifient dans la bande de Gaza. Alors que les frappes pleuvent sur la Palestine depuis 3 jours, l'armée israélienne a interdit ce matin toute circulation sur la route de Salah Eddin après avoir annoncé la veille le lancement d'opérations militaires ciblées dans ce territoire palestinien. Cette nuit, les attaques israéliennes ont tué au moins 58 Palestiniens selon 3 hôpitaux de l'enclave. Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, déplore un déchaînement sans fin des épreuves inhumaines pour la population de Gaza après la reprise des opérations militaires. Cette violente reprise de la guerre ne rencontre pas le soutien de la population israélienne. À Jérusalem, hier, ils étaient des milliers à manifester contre Benjamin Netanyahou, l'accusant de dérive antidémocratique et de poursuivre la guerre contre le Hamas, sans considération pour les 58 otages encore détenus à Gaza. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.